Bonjour à tous. Merci en fait d'être présents à notre webinaire. Alors, je ne vais pas vous dire bienvenue à notre campus de GIF, puisque nous sommes tous confinés chez nous à allier vie familiale, vie professionnelle. Donc, je pense que c'est un peu compliqué, mais du coup, on s'est dit que de faire un webinaire sur un axe assez stratégique pendant cette période, qui est la cartographie des risques, permettait en tout cas à vous de prendre un certain nombre d'informations sur ce sujet. Et puis ensuite, je vous parlerai de notre parcours qui est donc prévu en novembre. Je suis donc Rania Waret, responsable commercial interentreprise, donc des formations du catalogue de la formation continue de Centrale Supélec. Et je vais donc laisser la parole à notre expert, Sébastien Delmotte. Bien, merci Rania. Donc effectivement, je suis responsable des programmes de risk management à Centrale Supélec XZ et notamment cette formation PJ10, gestion globale des risques, expert en gestion globale des risques. Alors, toute entreprise ou système socio-économique, tout projet, tout système technique va être confronté pendant toute la durée de son cycle de vie à une multitude de risques de nature et d'intensité différentes. Alors, on distingue 26 catégories de risques génériques, parmi lesquels on va séparer ceux d'origine externe, donc exogène, et ceux d'origine interne, intrinsèque. Donc, parmi ces risques externes, eh bien, l'actualité récente est assez parlante. On voit à la fois les risques sanitaires, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes actuellement, des risques sociaux avec des grèves, des blocages qui ont eu lieu ces 2 dernières années. On va avoir des risques naturels, par exemple les inondations régulières dans le sud de la France, dans le nord de la France également, des risques économiques, des crises financières régulières. On va avoir actuellement comme conséquence notamment de la crise actuelle un arrêt de l'économie. On va avoir également en ce moment l'instabilité des cours pétroliers, des risques sécuritaires. Depuis quelques années, nous connaissons hélas dans nos pays des séries d'attentats à intervalles réguliers qui peuvent impacter à la fois la vie du public, mais également la vie de certaines entreprises, des risques cyber. Alors, inutile de présenter WannaCry qui a mis à bas des systèmes de production de grandes entreprises, les attaques ransomware qui sont aujourd'hui très répandues, qui attaquent à la fois des particuliers, des entreprises, également des établissements de santé. On va avoir des risques politiques. Les risques politiques, par exemple le protectionnisme sectoriel aux USA mis en place par Donald Trump depuis quelques années, qui va conduire à l'augmentation des taxes sur certains produits, dont des produits dont nous sommes exportateurs. On peut parler également du Brexit qui génère une instabilité politique actuelle en Europe et un certain nombre d'incertitudes pour des entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni ou au Royaume-Uni. Les risques médiatiques, régulièrement dans les médias, eh bien, on va avoir des articles, des documentaires ou des reportages qui vont dégrader finalement ou mettre à mal la réputation de certaines entreprises en montrant un certain nombre de pratiques. Alors, parmi les risques internes, les risques intrinsèques, eh bien, on va avoir 3 catégories. La première catégorie, ce sont les risques liés à la gouvernance de l'entreprise. Seconde catégorie, aux moyens techniques de l'entreprise. Et troisième catégorie, à la production. Alors, par rapport aux risques de la gouvernance, on peut citer des risques stratégiques relatifs à l'élaboration de la stratégie et à la définition des objectifs de l'activité, des risques liés à la gestion de crise. C'est le cas actuellement, c'est l'absence de préparation aux événements catastrophiques qu'on considère comme rares, qui ne le sont pas forcément, mais on préfère considérer qu'ils le sont. Des risques éthiques, éthiques dans les contrats, éthiques en intelligence économique, éthique environnementale, éthique juridique, informatique, des risques relatifs aux ressources humaines, par exemple le turnover très rapide dans certains secteurs d'activité et la difficulté à trouver des profils qualifiés. Ça peut être également la perte de savoir liée aux nombreux départs en retraite actuellement et l'absence de préparation des entreprises à la transmission de ce savoir. On peut avoir des risques financiers liés à tout événement qui vont entraîner un effort financier non programmé dans le plan de développement de l'activité, des risques juridiques, par exemple les risques de non-conformité, les risques liés à la communication de l'entreprise. Voilà un certain nombre de risques associés à la gouvernance. Maintenant, en ce qui concerne les risques associés aux moyens techniques, on va retrouver les risques associés aux infrastructures, des locaux inadaptés, des infrastructures non conformes, des infrastructures mal entretenues, mal maintenues,
qui vont conduire à des accidents, par exemple l'effondrement du pont en Italie assez récemment, des risques liés au matériel et aux différents équipements qui peuvent être inadaptés, absents, obsolètes, mal maintenus, et des risques liés au système d'information. Le système d'information, au sens général, ça peut être le système d'information numérique, mais également le système d'information papier. Et enfin, tous les risques liés à la production de l'entreprise. En premier lieu, les risques physico-chimiques, thermiques, chimiques, radioactifs, hydrauliques, mécaniques, biologiques, les risques de projet, tous les risques qui vont donc impacter les coûts, les délais, les performances et la sécurité d'un projet et d'un produit en cours de développement. Les facteurs humains, donc les comportements et les limites physiologiques des humains qui vont entraîner un certain nombre d'erreurs humaines et qui peuvent être à l'origine d'accidents plus ou moins graves. On va avoir les risques fonctionnels, c'est-à-dire des défaillances qui entraînent des conséquences sur la disponibilité des systèmes et des moyens de production et sur la sécurité des biens, des personnes et des environnements. Les risques opérationnels, on est également en plein dedans actuellement. Par exemple, des défaillances dans la chaîne d'approvisionnement ou des problèmes dans la gestion des stocks. Des risques professionnels, la protection au travail, l'ergonomie, les risques psychosociaux dans l'entreprise, etc. Alors, prendre un risque, c'est également saisir une opportunité, ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Comme je disais, prendre un risque, c'est également saisir une opportunité pour obtenir un gain. Et là, on va parler des risques positifs. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les risques négatifs, mais il faut savoir que dans la gestion des risques, il y a également la gestion des risques positifs, c'est-à-dire l'optimisation des décisions permettant donc de gagner plus. Alors, ça va concerner des innovations. On peut citer l'invention du smartphone par Apple, les ruptures technologiques, la voiture autonome, l'introduction des algorithmes qu'on appelle algorithmes intelligents ou intelligence artificielle dans toutes les strates de notre société. On peut citer la transformation digitale également, qui est une source d'angoisse et de stress pour bon nombre d'entreprises. Des changements de paradigme dans le spatial, eh bien, la fusée partiellement réutilisable. On peut citer le développement durable et éthique, les réseaux communautaires, le commerce équitable, la responsabilité sociale des entreprises, la bientraitance à l'hôpital. Donc autant d'opportunités qui vont faire passer l'entreprise d'un développement à objectif unidimensionnel qui est la rentabilité à un développement à objectif multidimensionnel qui sont donc l'économie, l'environnement et l'humain. Évidemment, à un risque positif relatif à un gain attendu, il faut mettre en balance le risque négatif lié à la perte pour obtenir ce gain. On peut citer le cas de la transformation digitale de l'entreprise à nouveau. Elle est vue à la fois comme un terreau d'opportunités pour les entreprises, mais c'est également perçu pour un certain nombre d'entreprises comme une contrainte qui peut entraîner des pertes liées à un changement profond de l'organisation. Dans ce cas, ne pas faire cette transformation digitale, c'est risquer de disparaître, mais la faire peut entraîner également la disparition de l'entreprise. Il va falloir donc pouvoir mettre en balance ces différents risques positifs et négatifs. Sur la diapositive suivante, on peut voir un certain nombre de questions qui sont les questions essentielles à se poser pour identifier vos risques. Les identifier, les évaluer et les gérer, bien entendu. Alors, la première question, c'est déjà, avez-vous identifié vos risques de manière qualitative? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à l'identification de leur cause avérée, leur cause possible, leur cause probable? On peut également parler des conséquences. À tout risque, on va associer des conséquences qui peuvent être à court terme, à moyen terme et également à long terme. Ne jamais oublier le long terme, notamment quand on va parler des accidents ou des événements redoutés dits catastrophiques et rares, c'est-à-dire à faible probabilité d'occurrence. Est-ce que vous avez hiérarchisé ces risques? Est-ce que vous en avez évalué l'acceptabilité? On va parler de risques acceptables, de risques tolérables ou de risques inacceptables. Et dans chacun de ces cas, on va associer des décisions. Le risque acceptable, c'est le risque pour lequel on ne fait rien. Le risque tolérable, c'est le risque qu'on va suivre dans le temps et qui va nécessiter une prise d'assurance. Et le risque inacceptable, eh bien, c'est le risque qu'on doit réduire à tout prix. On ne peut pas évoluer dans une situation de risque inacceptable. Autre question, avez-vous évalué le financement des risques? La partie financière de la gestion des risques est extrêmement importante. Donc, la partie financière concerne notamment l'évaluation du coût du risque si on ne fait rien et l'évaluation du coût pour traiter ce risque, quand on parle du risque négatif. Et quand on parle du risque positif, ça va être l'évaluation du gain attendu
par rapport à la perte nécessaire pour obtenir ce gain. Une fois qu'on a évalué les risques, eh bien, il va falloir les traiter. Question, est-ce que vous avez réduit ces risques et comment vous les avez réduits? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous les contrôlez dans le temps? Il ne s'agit pas uniquement de réduire les risques ponctuellement. Il va falloir s'assurer que les barrières de sécurité qu'on met en place eh bien, sont durables et restent adaptées à toute nouvelle situation ou à tout changement de conditions environnementales. Et est-ce que vos dirigeants et collaborateurs sont sensibilisés à cette gestion des risques? Alors actuellement, il se trouve qu'on est dans une période qui sensibilise un peu de force les gens vis-à-vis donc des différents risques. Et puis une question centrale au milieu de toutes ces questions, c'est avez-vous cartographié les risques? Et là, on va parler donc de la cartographie des risques. Et dans la diapo suivante, je vais vous donner la définition. Alors, qu'est-ce qu'une cartographie des risques? Une cartographie des risques, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic des vulnérabilités d'une activité vis-à-vis d'un ensemble de dangers ou de menaces, mais c'est également un diagnostic des forces et des atouts d'une activité vis-à-vis d'un certain nombre d'opportunités. Alors, question suivante, sur la diapositive suivante. Qu'est-ce qu'une cartographie des risques? Eh bien, c'est un résultat d'un processus d'analyse des risques. Donc, c'est une sortie de l'analyse des risques. Alors, si cette cartographie prend généralement la forme de visualisation facile à comprendre, et c'est bien son objectif qu'elle soit facile à comprendre, elle doit être fondée sur un processus sous-jacent d'analyse. Ce processus doit être parfaitement défini et invariant. C'est la méthode ou l'ensemble de méthodes. Il doit être parfaitement maîtrisé, notamment en ce qui concerne ses fondements conceptuels. Il se trouve que les méthodes d'analyse de risque et la démarche de management des risques eh bien, est fondée sur un ensemble de concepts issus de la science et qu'il faut maîtriser ces concepts au risque de faire des erreurs de l'analyse de risque. On va parler des risques de l'analyse de risque. Vous voyez. Alors, il doit garantir ce processus la complétude de l'analyse, donc être le plus exhaustif possible, même si dans les faits, on ne peut jamais prouver l'exhaustivité. Il faut pourtant essayer de couvrir le plus de risques possible. Et puis, elle doit s'appuyer sur des connaissances et des données consolidées et dont on connaît les incertitudes. Alors, données et connaissances, ça peut être à la fois des données mesurées qu'on va trouver au sein de l'entreprise, mais les connaissances, ce sont également les connaissances empiriques, les connaissances expertes. Mais l'essentiel étant d'en connaître les incertitudes. Alors, diapositive suivante. Pourquoi a-t-on besoin de faire des cartographies des risques? Alors, pour visualiser de manière synthétique et compréhensible tout le monde, pour notamment fournir à la gouvernance de l'activité une vision globale et complète des risques de son activité, cela de manière simple et compréhensible. Pourquoi? Parce que le décideur, il a besoin de hiérarchiser. On a vu dans la première diapositive la diversité, la multitude de risques qui peuvent impacter une entreprise. Et finalement, la question du décideur à la fin, c'est au milieu de tout ça, qu'est-ce que je fais moi? D'accord? Simplement parce que, alors généralement, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que chaque domaine à risque va être analysé par des spécialistes du domaine avec des méthodes qui peuvent être très différentes. Et puis au final, on va avoir du mal à hiérarchiser, à évaluer tout ça sur le même plan. Or, c'est bien là le besoin du décideur, c'est de pouvoir prioriser ses investissements et l'allocation de ses ressources. Donc, quels sont les risques les plus importants de mon entreprise? Quels sont les risques que je dois traiter dans les 3 mois, dans les 6 mois et combien ça va me coûter de le faire? Alors, cette cartographie des risques, c'est également un outil de communication en interne qui permet de favoriser la culture du risque et l'appropriation des actions de gestion des risques. Parce que dans l'entreprise, eh bien, on peut définir et vouloir imposer un certain nombre d'actions de barrières de sécurité, de procédures, mais si les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande de le faire, ils le feront mal ou ils ne le feront pas. Donc, c'est également cet objectif de propagation de la culture du risque. Et puis vers l'extérieur, pour informer, pour partager avec et rassurer les différentes parties prenantes d'une activité. Aujourd'hui, un certain nombre d'appels d'offres exigent une cartographie des risques sur le projet pour lequel va postuler une entreprise. Alors, à quel niveau on peut cartographier les risques d'une activité? Eh bien, à tous les niveaux. Alors, on a une typologie des risques. Le premier type de risque, c'est ce qu'on appelle les risques d'entreprise. Ce sont les risques qui vont impacter les objectifs de résultat et de pérennité de l'entreprise. Alors,
Ici, sur cette diapo, vous pouvez voir une cartographie des risques qu'on appelle un diagramme de Kvyat. C'est une cartographie des risques parmi d'autres types de représentations. Celle-ci est assez synthétique. Alors, comment on va la lire? Eh bien, on va voir au centre une zone qui est verte. Alors, elle est recouverte, on voit juste sa limite. Ici, en vert, c'est la zone du risque acceptable, le risque pour lequel on n'a rien à faire. Ici, on a la zone qui est en jaune, qu'on voit un petit peu derrière. Elle est recouverte également, mais elle est limitée par cette ligne rouge. Cette zone en jaune, c'est la zone du risque tolérable. Le risque tolérable, c'est le risque qu'on doit suivre, contrôler dans le temps et pour lequel il est parfois nécessaire d'effectuer un transfert en termes de prise d'assurance. Et puis en rouge, c'est la zone du risque inacceptable. Le risque qu'il est nécessaire, obligatoire de réduire pour que l'activité puisse continuer. Sur ce fond vert, jaune et rouge, on va projeter des risques qui ont été évalués ici pour les différents sous-processus de l'entreprise. Alors, on va représenter en bleu clair les risques, le risque minimum, en gris le risque moyen, la moyenne des risques, et en bleu le risque maximum. L'intérêt de cette représentation min-max moyenne, eh bien, c'est de pouvoir montrer les extrêmes, parce que si on ne travaille qu'en termes de moyenne, on ne voit pas, ici vous voyez que la moyenne pour l'ensemble des sous-processus eh bien, est située dans la zone du tolérable. Et si on ne se base que sur la moyenne, on ne voit pas les extrêmes, et notamment certains risques extrêmes, qui sont situés dans la zone de l'inacceptable et pour lesquels il va falloir traiter à tout prix donc le risque. Alors les différents sous-processus de l'entreprise sont les suivants, on va les retrouver d'ailleurs dans la cartographie des processus d'entreprise, stratégie et décision, organisation, contrôle, communication, etc. Donc jusqu'à communication, juridique et transport. Des processus donc de management, des processus de soutien et des processus de réalisation. Autre niveau de cartographie des risques, ce sont les projets. Donc, sur la diapositive suivante. Alors, la cartographie des risques de projet. La différence entre un projet et une entreprise, finalement, c'est que le projet, il a un début, mais il a également une fin programmée, contrairement à l'entreprise, généralement, qui ne planifie pas sa fin. Alors, quels sont les risques de projet? Eh bien, ce sont tous les risques qui peuvent impacter à la fois les performances du produit en cours de développement, ces performances qui doivent répondre à un certain nombre d'exigences formulées par le cahier des charges et formulées par le client, la sécurité du projet et la sécurité du produit en cours de développement, les coûts. Tout projet va avoir des contraintes budgétaires et les délais de réalisation du projet. Tout projet va avoir des contraintes calendaires. Alors, un exemple, c'est le développement, l'implémentation d'un produit, d'un service, la conception d'un nouveau produit. Ça peut être également un projet de changement d'ERP dans les entreprises. Alors, on va retrouver un certain nombre d'items qui sont classiques en gestion des risques projets, qui vont partir de l'expression des besoins et de la spécification du besoin pour aller jusqu'au produit en lui-même, en passant par la stratégie de développement, l'organisation du projet, les interfaces contractuelles. Si vous avez un projet où interviennent un grand nombre d'industriels, par exemple, pour les différentes parties de la conception d'un système, eh bien, il va falloir définir les responsabilités de chacun, mais également la propriété industrielle et intellectuelle, la conduite de projet, la gestion financière. On a un budget qui est délimité, il va falloir le respecter, la gestion calendaire, les performances techniques et opérationnelles du produit, les utilisateurs et les sites d'exploitation et le produit en lui-même, comme je l'ai dit. Et dernier niveau de cartographie des risques, eh bien, c'est la cartographie des risques de produits sur la diapositive suivante. Donc, cartographie des risques d'un produit ou d'un service. Alors, produit au sens général du terme. Dans un hôpital, le soin, c'est un produit. D'accord? Donc, je ne parle pas forcément de produits techniques, même si les produits techniques, les systèmes techniques rentrent également dans cette catégorie. Eh bien, ce sont tous les risques qui vont impacter des objectifs de performance du produit, du système, du service, des objectifs de disponibilité et des objectifs de sécurité des biens, des personnes et de l'environnement. Et on retrouve également cette cartographie, ici toujours un diagramme de Kvyat, qui va présenter les risques concernant différents sous-systèmes du système qui est analysé, ici un lanceur. Eh bien, diapositive suivante.
Maintenant, parlons également un petit peu des risques positifs. Là, on a parlé de l'analyse des risques négatifs et de la cartographie de ces risques négatifs. On peut également élaborer de la cartographie de risques positifs, notamment les risques stratégiques. Alors, on va appliquer un certain nombre de méthodes ici, la méthode à tout attrait, qui va avoir pour but de diviser l'activité d'une entreprise en domaines d'activité stratégiques, présentant des spécificités de marché, des spécificités concurrentielles et nécessitant d'élaborer une stratégie concurrentielle particulière. Et on va analyser les différents attraits de l'entreprise pour un certain nombre de critères, ce qu'elle veut atteindre, ce qu'elle veut, par exemple, augmenter la part de marché, occuper un nouveau marché, et puis ses atouts, ses forces qui vont permettre eh bien, justement d'atteindre ces objectifs. Et dans cette méthode, on va également évaluer un indice de position concurrentielle, donc la position de l'entreprise par rapport à un domaine stratégique donné, par rapport à ses concurrents, pour élaborer eh bien, un certain nombre de stratégies donc, qui vont se retrouver ici dans ce référentiel de décision stratégique, qui peuvent aller d'abandonner l'activité jusqu'à eh bien, développer et renforcer cette activité. En ce qui concerne maintenant le financement du risque, alors il se trouve que dans nos formations, nous abordons également cette partie de financement du risque qui n'est pas forcément encore très abordée dans le management des risques. Alors ici, ce sont des diagrammes du financement du risque permettant d'évaluer la pertinence financière et économique du traitement du risque. On va évaluer le niveau de coût du risque si on ne fait rien. Et puis, on va évaluer le coût des actions pour maîtriser le risque. Et en faisant la balance entre ce coût du risque sans traitement et le coût des actions pour le traiter, on va pouvoir savoir si on est dans une zone d'optimum économique de traitement du risque ou si la décision de traiter le risque sera plutôt politique, c'est-à-dire de traiter un risque pour lequel le coût des actions va être supérieur au coût de la perte associée au risque en lui-même. Eh bien, c'est un autre critère de décision qui est aujourd'hui extrêmement important pour la gouvernance des risques, lié eh bien, aux investissements et aux dépenses et à l'arbitrage de cette allocation de ressources. En ce qui concerne les méthodes, dans la diapositive suivante, eh bien, les méthodes qu'on utilise et pour lesquelles on forme les gens dans ce métier d'expert en management global des risques, eh bien, ces méthodes sont génériques et invariantes. Elles répondent donc à un des critères que j'ai cités précédemment et elles sont non spécifiques au domaine d'activité. C'est-à-dire qu'elles sont applicables dans tous les domaines d'activité. Elles sont éprouvées, mises en application donc, par nos intervenants dans les domaines industriels, sanitaires, technologiques, environnementaux. Ce sont également des méthodes qui sont publiées dans des ouvrages, donc notamment aux éditions Lavoisier, aux éditions AFNOR. Alors ces méthodes, on retrouve, parmi ces méthodes, on retrouve eh bien, l'analyse globale des risques, la macrocartographie des risques par audit, alors, qui est une méthode très adaptée à l'établissement rapide d'une cartographie des risques pour des grandes entreprises qui vont avoir plusieurs établissements spatialement distribués. On va avoir en fondement eh bien, des statistiques, des lois de probabilité. Alors, savoir que la gestion des risques, ce n'est pas uniquement un calcul de probabilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce qu'on entend, ce qu'on laisse penser dans la situation actuelle. Alors, les méthodes à tout attrait, l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, les décisions multicritères, voilà l'ensemble des méthodes qui sont enseignées. Alors, il y en a bien d'autres, évidemment, des méthodes classiques qui, si vous avez déjà un peu pratiqué la gestion des risques, vous seront connus, l'arbre de défaillance, les AMDEC, par exemple. Alors, dans la diapositive suivante, on peut voir justement quelques références bibliographiques qui sont des références de nos intervenants. Donc, toutes les personnes qui sont citées ici en auteur eh bien, sont des intervenants de notre formation. Je vais donc laisser maintenant la parole à Rania concernant la formation elle-même et je vous remercie. Merci Sébastien. Donc vous l'aurez compris, nous avons mis une emphase en fait sur la cartographie des risques. Notre parcours en fait a pour objectif de bien comprendre les concepts de risque et puis les principales méthodes de gestion, mais aussi de maîtriser toutes les techniques, les outils de gestion des risques et bien sûr du management de la qualité associée. Et ensuite développer et mettre en œuvre une politique de management des risques. Donc
un parcours en fait très transversal, comme l'a dit Sébastien, concernant tout domaine d'activité. Ce parcours est donc de 16 jours, à raison de 2-3 jours par mois, étalé sur 8 mois, et dont le prix est donc de 9 780. Elle aura lieu effectivement sur notre campus de Paris, dans le 15e arrondissement. La prochaine session, elle est prévue en fait le 21 novembre pour se terminer en fait le 21 septembre. Donc, elle est bien étalée sur 8 mois. Et si vous avez effectivement des questions, on va donc vous laisser un moment, en tout cas, pour que l'on puisse répondre en fait à toutes vos questions. Sachez également qu'un replay, bien sûr, vous sera communiqué dès demain. À vous. Alors, question, n'y a-t-il pas de formation sur la gestion des risques de type master spécialisé? Ania? Il en existait un, il y avait un master spécialisé, mais plutôt orienté en fait dans le domaine de la santé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, nous n'avons qu'une formation certifiante en fait de 16 jours. Alors, le type de profil pour cette formation. Il se trouve que les profils recherchés pour les gestionnaires de risques sont des profils de personnes généralistes. D'accord? Pas forcément un expert. Un expert d'un domaine est une source incontestable de valeur pour l'analyse de risque, mais on va plutôt chercher des gens qui vont avoir un profil généraliste, qui sont capables d'appréhender l'ensemble des activités de l'entreprise, qui sont capables de comprendre, de parler à tout le monde, de s'intéresser à tous les aspects de l'entreprise, également de parler à la fois aux personnes qui sont dans les activités de base jusqu'aux dirigeants. Donc, on va plutôt rechercher un profil. Alors, d'un point de vue études, niveau Bac+5 est préconisé. Il est arrivé également qu'on certifie des gens qui avaient un niveau d'études situé à Bac+2. Et là, la sélection va se faire plutôt sur à la fois l'expérience de la personne, parce que ça peut permettre, la gestion des risques peut permettre de valoriser une expérience, et puis sur la motivation, c'est-à-dire à la capacité de cette personne à s'intégrer dans le système de management de l'entreprise. Voilà. Donc, il n'y a pas de prérequis particulier pour cette formation, mis à part le fait qu'on va rechercher des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit, qui sont plutôt curieux et qui sont capables de s'intéresser à tous les aspects de leur activité. Peut-on prétendre une résolution complète des risques dans un projet? Alors, prétendre à la résolution complète des risques, tout dépend ce que vous appelez résolution complète des risques. Si la résolution complète des risques, c'est le risque zéro, non, parce que ça n'existe pas. La gestion des risques n'a d'ailleurs pas pour objectif d'atteindre le risque zéro. Ça serait bien trop ambitieux puisque l'analyse de risque va dépendre essentiellement des connaissances actuelles qu'on va avoir sur les problèmes. Maintenant, résolution complète des risques dans un projet, la couverture complète des risques dans un projet, oui, effectivement. Eh bien, on va à la fois, pour un projet donné, effectuer des analyses de risque avant le projet. Première question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? D'accord? Et ça, c'est une première source d'erreur, c'est-à-dire s'engager dans un projet pour lequel on n'a pas ni les moyens ni les compétences de pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, donc il y a l'analyse avant, l'analyse événementielle, l'analyse globale des risques projets. Il va y avoir l'analyse qui va être quantitative des risques de dépassement calendaire et l'analyse de risques des dépassements budgétaires avant le projet. Et ensuite, on va couvrir les risques pendant le projet, c'est-à-dire mise en place d'un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre d'évaluer donc le niveau de risque du projet à un instant T et pour pouvoir le corriger au fur et à mesure. Donc oui, en ce sens, on couvre l'ensemble des risques d'un projet avant son démarrage et pendant son déroulement.
Alors, question, je suis au chômage, comment puis-je accéder à cette formation? Alors, si vous êtes au chômage, en fait, lorsque vous êtes avec votre conseiller, pardon, il est établi en fait une liste de formations éligibles en fait pour Pôle emploi. La seule chose aujourd'hui, c'est que notre formation est en cours de renouvellement et donc ne sera pas accessible aujourd'hui. Mais je l'espère effectivement qu'elle sera renouvelée d'ici novembre, ce qui nous permettra de pouvoir en fait vous inscrire sur cette formation. Conseilleriez-vous cette formation pour un changement de carrière? Pouvez-vous nous donner une idée de l'insertion en sortie, s'il vous plaît? Alors, pour un changement de carrière, oui, tout à fait. On a un certain nombre de participants qui ont choisi de faire cette formation justement dans le cadre d'un changement de direction dans leur carrière. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir aborder les activités d'entreprise de manière transversale, multidisciplinaire, et de pouvoir intervenir dans toutes les strates de l'entreprise, ce qui est un enjeu important. Et puis, c'est très, très enrichissant. L'idée, alors, l'insertion en sortie, eh bien, déjà, le métier de risk manager est un métier assez nouveau. Qui existe quand même depuis quelque temps dans les grandes entreprises, mais qui a tendance à se développer également maintenant dans les entreprises de taille intermédiaire, voire jusqu'aux petites entreprises. C'est plus rare, mais ça existe quand même. Il se trouve que c'est un métier qui a de plus en plus de reconnaissance. C'est un métier qui, à mon avis, dans les mois qui viennent, va en avoir encore plus, parce qu'aujourd'hui, eh bien, dans la situation actuelle de catastrophe économique dans laquelle nous sommes, eh bien, il va y avoir aussi une prise de conscience du fait que eh bien, le manque d'anticipation ou le fait de ne vouloir jamais tenir compte des événements dits rares parce que leur probabilité est très faible, eh bien, entraîne finalement pour les entreprises des pertes énormes et que l'anticipation de ce type de crise et de crises d'autres natures hein, également, j'en ai parlé au début, eh bien, va permettre d'optimiser finalement les fonctionnements d'entreprise en mode dégradé. Donc, les opportunités vont être nombreuses. Les secteurs d'activité dans lesquels on va pouvoir intervenir, eh bien, les secteurs classiques de l'industrie, mais il se trouve qu'aujourd'hui, même si la finance, dans le secteur financier, on tient compte des analyses de risque depuis longtemps, les approches globales ne sont pas forcément encore très répandues. Dans le secteur de la santé, dans le secteur environnemental, dans les nouvelles technologies, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de demandes en cybersécurité. Alors, la cybersécurité nécessite une formation spécifique cyber que nous ne faisons pas dans cette formation, mais il y a une autre formation cyber à Centrale Supélec EXED. Mais néanmoins, aujourd'hui, on considère que les questions de cybersécurité doivent s'inscrire dans un management très large. C'est plus seulement la question de mettre un antivirus ou un firewall, c'est une question de gouvernance des risques. Donc, le manager global des risques eh bien, a aussi son rôle dans cette cybersécurité, la transformation numérique. Les opportunités sont vraiment très nombreuses. Alors, de quoi doit être composée une politique de gestion des risques du système d'information? Alors ici, là, on aborde plutôt une question spécifique qui va être liée à la cybersécurité. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment le lieu ni le moment de développer cette partie-là, qui justement fait l'objet de modules spécifiques et de modules qui vont prendre un petit peu plus que 5 minutes. Mais globalement, de toute façon, la politique de sécurité, que ce soit cyber ou autre dans l'entreprise, doit d'abord passer par la définition, par la gouvernance des risques d'objectifs de sécurité et d'objectifs d'acceptabilité, d'accord, de pouvoir également organiser cette gestion des risques, notamment par le recrutement, et puis de pouvoir mettre en place eh bien, tout un système de management des risques, notamment basé sur un ensemble de démarches et de méthodes, et elles s'inscrivent dans le triptyque classique qui est l'analyse de risque a priori, avant que le problème ne se pose, on essaie de l'anticiper, l'analyse des risques opérationnels pendant, d'accord, la mesure pendant, et puis l'analyse des risques a posteriori, c'est-à-dire d'analyser les événements du passé pour pouvoir en tirer des recommandations
pour ne pas que ça se reproduise. Voilà. Et puis, ce management des risques, eh bien, il va aboutir à la politique donc, de gestion des risques fondée sur la maîtrise des risques et le plan d'action. Alors, plan d'action de réduction des risques initiaux et catalogue des paramètres de sécurité pour la gestion des risques résiduels. Voilà, en résumé, et très rapidement et évidemment très grossièrement, parce que c'est une question qui est fondamentale, bien entendu, mais c'est une question qui nécessite de passer un peu plus de temps qu'une réponse en 5 minutes. Alors, comment se déroule la formation concrètement? Eh bien, la formation se déroule de la manière suivante. 3 jours par mois sont consacrés aux modules sur place. Donc, comme l'a dit Rania, sur le site de Paris, rue des Favorites, dans le 15e arrondissement. Alors, ces modules sont constitués à la fois de présentations classiques par les intervenants, de cas d'études. Alors, on a des intervenants qui vont venir présenter une démarche, une méthode, des intervenants qui vont venir présenter l'application de ces démarches et de ces méthodes dans le cadre de leur activité d'entreprise, donc un retour d'expérience assez fort. Et puis, il va y avoir des exercices pratiques et notamment un projet pilote. Alors, il faut bien voir l'intérêt de la chose, c'est que tout au long de cette formation, eh bien, les participants apprennent voilà, les outils. Et puis, la certification de cette formation se fonde sur un rapport et une présentation orale, une soutenance relative à un projet pilote. Donc, les participants choisissent un projet, un sujet d'étude. Alors, le mieux, c'est de choisir un sujet d'étude qui concerne l'entreprise et qui pourra être valorisé par la suite. Et puis, eh bien, ils vont développer au cours de la formation ce projet d'étude. Et puis, 3 mois après la fin de la formation, il y aura une soutenance. Alors, évidemment, le développement de ce projet est encadré par les intervenants, ce qui garantit la qualité, la pertinence de ce projet d'étude. Et nombre de participants eh bien, ont pu ensuite valoriser leur travail fait pendant cette formation auprès de leur entreprise. Et souvent, eh bien, ça donne eh bien, des résultats qui sont opérationnels dans l'entreprise. La formation est-elle bien certifiante? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, cette formation était de titre niveau 1 au répertoire national des certifications professionnelles, le titre d'expert en gestion globale des risques. Et actuellement, en fait, il est en renouvellement, donc nous devrions avoir un retour de France Compétences d'ici la rentrée. Donc aujourd'hui, on va dire que elle est effectivement certifiante parce qu'elle est RNCP, mais aussi parce que vous avez aussi une certification maison qui est Centrale Supélec. Donc je reviendrai vers vous en fait dès l'instant où j'aurai un retour de ce renouvellement. Sachez également qu'en fait, pour être éligible à cette formation, vous devez en fait nous envoyer votre CV et une lettre de motivation. L'idée, c'est de connaître un peu votre profil, votre expérience, mais c'est surtout de bien vérifier que ce que vous attendez de cette formation, on le délivre bien sur ce parcours. Alors, les risques en phase de développement sont-ils différents de ceux en phase de production? Alors, la question est tellement générique que je peux répondre oui et non. Il se trouve que dans cette formation, ce qu'on apprend, c'est d'abord eh bien qu'une analyse de risque doit être spécifique à une question donnée. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas de réponse sur étagère qui fonctionnerait dans tous les cas, partout et à toutes les époques. D'accord? Donc, le fait est que pour répondre à cette question, il faudrait savoir de quel projet on parle, de quel produit en développement on parle, de quelle entreprise, dans quel contexte, dans quel pays, avec quelles contraintes, etc. Alors, après, en phase de développement, bien entendu, on va avoir des risques qui sont différents des risques en phase de production. En phase de développement, on peut par exemple avoir des problèmes liés à une mauvaise spécification du besoin, à des exigences qui ne sont pas en phase avec les moyens. D'accord? On va avoir des exigences très grandes en termes de performance, mais on ne va pas avoir les moyens de ces ambitions. C'est un classique. Des risques en développement, je les ai cités. On va avoir des problèmes calendaires, des risques calendaires, de dépassement budgétaire du projet, des risques liés aux interfaces contractuelles, à la propriété intellectuelle, aux responsabilités de chaque intervenant dans le projet. Alors qu'en production, eh bien, une fois qu'un produit est placé en production, on va dire qu'il a atteint finalement, il a répondu à un certain nombre de critères d'exigence
on va considérer qu'il est prêt et qu'il est mature pour pouvoir être en production. Et là, on va plutôt passer à de la gestion des risques plus classique, qui va être liée aux défaillances, aux dysfonctionnements, à la fiabilité, à la disponibilité, et puis également des risques cyber, je l'ai cité tout à l'heure, des attaques qui peuvent mettre à bas un outil de production, des risques environnementaux, des risques sociaux, des risques sanitaires. On va les retrouver en phase de production. Voilà. Donc tout ça pour dire que avant de répondre à cette question de manière plus spécifique que je ne l'ai fait, il faudrait avoir des précisions sur le projet. Et c'est bien là ce qu'on apprend, c'est-à-dire qu'on apprend à analyser les risques. Et pour analyser les risques, on apprend d'abord à analyser un système et un projet. Alors, est-ce que la formation donne l'accès à Alumini de Centrale Supélec? Alors, je vais y répondre. En fait, toutes nos formations certifiantes donnent accès à la possibilité d'adhérer, bien sûr, à l'association des alumni de Centrale Supélec. Vous recevrez, en fait, une fois certifié, vous recevrez de la part de l'association, en fait, un bulletin d'adhésion. La seule chose, c'est que vous aurez, en fait, un accès à l'annuaire, mais pas de manière complète. Mais sinon, tous les autres services, vous y aurez droit. Oui, oui, tout à fait, ça donne accès. Existe-t-il des risques irrémédiables? Alors, on rentre également dans une très vaste question qui nécessiterait des développements un petit peu plus conséquents que ceux que je peux faire en 5 minutes. Je l'ai dit tout à l'heure, le but du management des risques, ce n'est pas d'atteindre le risque zéro, ça n'existe pas, notamment parce que, il y a des choses qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on appelle l'inconnaissable, c'est-à-dire le domaine de l'ensemble de ce qui n'est pas accessible à l'humain en termes de connaissances actuellement. Donc on pourrait dire que ce sont des risques irrémédiables, mais en fait, la question, elle n'est pas vraiment là. Il ne s'agit pas d'atteindre le risque zéro, il s'agit de déterminer si un risque est acceptable, inacceptable ou tolérable. Un risque acceptable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça veut dire qu'on l'accepte en l'état. Et donc, on en accepte les conséquences et qu'on est prêt également à en assumer ces conséquences, notamment d'un point de vue financier. Un risque tolérable, c'est un risque qu'on va suivre. Encore une fois, ce n'est pas un risque qui n'existe pas ou qui a été complètement maîtrisé. C'est un risque qu'on a maîtrisé au mieux de ce qu'on savait faire en fonction de nos connaissances et de nos capacités à un instant T. Et on va le suivre pour éviter que la situation se dégrade et que le risque devienne inacceptable. Et puis, le risque inacceptable, c'est celui qu'on va chercher à diminuer, à réduire. Encore une fois, le but n'est pas d'arriver au risque zéro. On ne peut pas de toute façon. D'accord? Donc, il y a des raisons à cela. Et je vous dis, elles sont intimement liées au niveau de connaissance qu'on va avoir. Et puis, quand on bascule dans l'inconnu, donc ces fameux risques imprédictibles, on va dire, là, on passe en gestion de crise. C'est exactement la situation dans laquelle on est, modulo le fait que la situation actuelle n'était pas complètement imprédictible. Voilà. Mais je vous invite à venir suivre la formation pour avoir plus de réponses à cette question qui est effectivement fondamentale, essentielle, mais qui nécessite quand même un peu de temps pour y répondre. Merci beaucoup. Merci. Au-delà de la réception du replay, je vous enverrai également en fait le détail du planning, du parcours de la session prévue en fait en novembre. Tous les deux, nous vous remercions en fait d'avoir suivi ce webinaire. Nous sommes heureux en tout cas d'avoir pu vous éclairer en tout cas sur ce sujet et bienvenue à Centrale Supélec pour, j'espère en tout cas, vous rencontrer lors de cette prochaine session. À votre disposition, je vous souhaite une agréable journée et portez-vous bien tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.